Salut à tous. Bon, j'attends que ça se connecte un peu, tranquillement. Je vais quand même pas attendre trop longtemps pour la rediff, mais je vais sûrement enregistrer la vidéo pour la mettre sur YouTube. Voilà, pour que les gens puissent regarder. Salut Pierrot, salut à tous. Donc le thème de aujourd'hui, la vidéo, c'est rapidement faire un rappel à tout le monde sur tout simplement qu'est-ce qu'un bon tipster. Donc qu'est-ce que un bon tipster à suivre, tout simplement, parce que l'idée de suivre des tipsters sur Twitter, c'est soit de s'inspirer de leurs bêtes, soit de les suivre tout simplement. Voilà, donc on va attendre que ça se connecte rapidement. Je vais baisser la musique aussi. N'hésitez pas à faire un coucou sur le chat, je répondrai aux questions rapidement de tout le monde. Voilà, j'ai enlevé la musique. Bon, 22 personnes. C'est cool, ça arrive. Ça arrive. Avant le match de ce soir. Bon, rapidement, on va partir sur. Je vais commencer, ça sera fait. Ça va faire bien les autres. Donc, en gros, déjà, qu'est-ce qu'un bon tipster? La première chose qu'on a envie de dire, c'est tout simplement est-ce que le mec est gagnant à long terme? Parce que, bon, je pense que tout le monde va être d'accord sur le fait que si quelqu'un n'arrive pas à gagner de l'argent au paris sportif et en perd, il est peut-être important. Comment dire, il est peut-être sympathique le mec, il a peut-être des bonnes infos, pourquoi pas le suivre, mais c'est peut-être pas un bon tipster s'il perd de l'argent. Parce que c'est pas très compliqué de perdre de l'argent, peut-être c'est parce qu'il en perd pas beaucoup, donc c'est peut-être bien. Oui, il est peut-être dans la moyenne s'il en perd pas beaucoup, mais c'est pas non plus un bon tipster. Les études, on va dire non, c'est pas important. On peut être malin et pas avoir fait d'études. Après, c'est sûr que c'est tellement dur de gagner à long terme en paris sportif. Donc il faut avoir des bonnes notions en probabilité, en statistique. Ça peut aider au moins à avoir un esprit assez logique pour pouvoir battre un bookmaker, ce qui est très compliqué. Donc, effectivement, quelqu'un qui a fait des études dans ces domaines-là, qui a l'esprit logique, etc., il part avec des atouts. Après, on peut ne pas avoir fait d'études et avoir tout ça, ou bien rattraper un peu ces notions-là. Et voilà, on va dire c'est un facteur, c'est un petit plus, quoi. Quelqu'un qui a fait des études dans ces domaines-là, c'est toujours un petit plus. Mais voilà, ça veut rien dire. Donc ensuite, donc l'idée c'est de se dire il faut battre un bookmaker. Donc petit rappel sur comment battre un bookmaker. Il ne faut pas oublier qu'un bookmaker a des algorithmes, a des traders sportifs, donc des mecs qui connaissent bien le sport, experts sur leur division en général, sur leur sport. Et en plus de ces mecs-là qui fixent les cotes, il faut battre leur marge. Et leur marge peut être parfois importante. Donc ça fait beaucoup quand même. Battre un bon algorithme et un bon trader sportif plus une marge. Donc c'est très 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 compliqué. C'est pour ça qu'on est à moins de 5% de gagnants à long terme. Donc c'est vraiment qu'un petit nombre qui arrive à gagner un peu d'argent. Donc en gros, première chose à savoir, c'est de se rendre compte si le mec gagne de l'argent à long terme. Pour ça, il faut faire très attention parce que avec le marketing, on peut très vite faire semblant qu'on gagne beaucoup d'argent, alors que dans les faits, on en perd. Typiquement, si on poste que des tickets gagnants et on monte pas ces tickets à l'avance, on peut pas voir tout ce qu'il y a derrière des tickets perdants, donc on n'a aucune façon de voir si la personne est gagnante. Donc là-bas, ça reste quand même un bilan qui permet d'afficher un peu les résultats de la personne. Donc si ce tipster-là n'a pas de bilan, mais que vous le suivez depuis longtemps et que vous faites son bilan à sa place et qu'il est gagnant, pourquoi pas? Voilà, il y a des petites exceptions comme ça de bons tipsters qui n'ont pas de bilan. Si vous suivez à la lettre ce qu'ils font et que vous avez des bons résultats, pourquoi pas? Mais il faut faire quand même très très attention parce que dans la majeure partie des cas, on va dire plus de 90% des cas, s'ils n'ont pas de bilan, c'est tout de suite une alerte et voilà, c'est 90% du temps, ça va être des joueurs perdants, ce qui paraît logique, parce que sinon ils afficheraient un bilan s'ils étaient gagnants, donc c'est vraiment que 10% des cas où c'est pas le cas. Je préfère pas donner d'exemples, mais voilà, vous pouvez les trouver assez facilement sur les exemples de mecs qui n'ont pas de bilan et du coup qui sont mauvais ou bons. Voilà, ça peut se trouver assez facilement. On pourra y revenir à la fin peut-être. Du coup, bilan. Après, dans les bilans, ce qu'il faut faire attention, c'est que je le répète à chaque fois, mais un bilan de 100 bêtes, ça veut rien dire, ça veut strictement rien dire. Pourquoi? Parce que n'importe qui, si vous faites demain 4 blogs à bêtes, donc
Blogabet, c'est un site pour faire des bilans certifiés. Vous en faites 4, vous allez voir qu'il y en a un des 4 minimum qui va bien performer sur 100. Bon, peut-être pas obligatoirement à tous les coups, mais c'est très facile d'avoir un bon Blogabet sur 100 bêtes. C'est de la portée de tout le monde. Donc il suffit qu'on communique dessus et on peut faire croire qu'on est un bon tipster. Donc malheureusement, c'est très long, mais il faut au moins 500 bêtes au minimum pour commencer à avoir un aperçu. Je répète, sur une cote moyenne aux alentours de 2, il faut quasiment 900 000 bêtes pour avoir un ROI fiable à 4-5%. Donc prêt, donc il faut vraiment beaucoup de bêtes. Donc déjà avec 400-500 bêtes, on a quand même une première idée du niveau du gars. Mais c'est vraiment un minimum 400 bêtes, on va dire 400-500. C'est une moyenne, surtout sur des cotes à 2, parce que sur des cotes plus hautes que 2 en cote moyenne, il va falloir beaucoup plus de bêtes. Donc sur des cotes à 3 ou 4, c'est quasiment impossible de juger à avoir 2000-3000 bêtes, donc c'est l'enfer. Et sur les cotes moyennes de 2, il faut faire attention en analysant ces stats, qu'il n'y ait pas 2-3 bêtes avec des cotes à 10-15 qui boostent un peu le truc, ou une grosse mise. Il faut que ça soit linéaire avec des mises à peu près les mêmes et des cotes qui ne dépassent pas non plus les 4-5. Donc il faut creuser qu'il n'y ait pas un peu une arnaque un peu dedans, ou pas vraiment une arnaque, mais voilà, que les chiffres soient pas très représentatifs. Donc il faut des cotes moyennes de 2 sur des cotes pas trop élevées et des mises à peu près similaires. Donc là, peut-être 400-500 bêtes, on a déjà un bon avis. Et donc il faut faire très 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 attention, là j'insiste, sur les personnes sur Twitter en général, ou Snapchat ou partout, qui vont avoir des bilans très courts. Donc soit des bilans mensuels, donc ils vont mettre en avant les bons mois, parce que n'importe quel tipster, même s'il est mauvais, il aura des bons mois, c'est pas possible. On peut pas perdre tous ses bêtes. C'est pas possible parce que même si on a un ROI de moins de 10%, bah, on va en passer quand même plein des bêtes. Si vous demain vous prenez au hasard 30 bêtes, vous allez voir que vous allez en passer plein en jouant au hasard, ce qui me paraît logique. Donc c'est très facile en fait de faire croire qu'on a des bons bilans en le recommençant à chaque fois. Par exemple, il y a des champions de ça sur Twitter, donc voilà, j'ai pas honte de dénoncer. Des mecs qui ont 35 000, 40 000 abonnés qui vont s'amuser à chaque fois à recommencer à zéro. Ah les gars, je vais faire un bilan, c'est parti. Nouvelle année 2019, nouveau bilan. Donc c'est facile. Tu vois que ça marche bien l'année 2019. Bon, il peut être bon sur 30-40 bêtes. Hein. Tout le monde peut être bon sur 30-40 bêtes. C'est donné à tout le monde. Bah là, on va garder le bilan. Et le jour où le bilan dégringole, comme c'est toujours le cas sur un tipster mauvais, et bah là, on va arrêter de communiquer dessus et on va attendre une nouvelle raison de lancer un nouveau bilan. On va expliquer qu'on a changé de méthode. Ah là, j'ai découvert une nouvelle méthode, les gars, c'était pas la folie de ces derniers temps. Je me suis remis en question, nouvelle méthode, du coup, je repars sur un nouveau bilan. Pareil, rebelote, si ça passe, tant mieux, on va communiquer à fond dessus. Si ça passe pas, on arrête de communiquer dessus, on parle d'autre chose et voilà. Et on se dira, tiens, nouvelle année, septembre, nouvelle année, je lance un nouveau bilan, je suis certifié, je suis la transparence, blablabla. Donc on aura toujours une bonne raison et une bonne excuse de recommencer un bilan. Et du coup, bah, une fois sur deux, le bilan il sera bon en fait. Donc les fois où il sera bon, le bilan, on va en faire des tonnes. Et là, ils vont croire qu'on est bon. Du coup, parce qu'en plus, ça sera pas des. On va y revenir mais plus tard, mais ça sera pas des ROI des fois à 7-8%. On va être sur des ROI des fois à 25%. Ce qui est logique. Sur 100 bêtes, 40 bêtes, on peut être sur des ROI aussi élevés. Et du coup, là, on va faire une com de malade. Et vous, ça vous donne l'impression qu'on peut avoir des ROI de 20%, alors que non, c'est sur du court terme qu'on peut avoir ça. Même 100% si vous voulez de ROI. Et du coup, voilà, on va s'amuser à chaque fois à recommencer pour des bonnes raisons, des bilans, pour toujours avoir un nouveau qui repart de zéro. Et du coup, on n'arrive jamais à des bilans de 400-500 bêtes, et c'est pour ça qu'on n'en voit quasiment jamais sur la toile. Donc ça, il faut faire vraiment très attention avec ça. C'est très facile de communiquer comme on veut, mettre en avant certains bêtes, rajouter au bilan des bêtes qu'on n'a même pas proposées. Donc ça a une absurdité sans nom. Parce que ça voudrait dire qu'on ajoute quelque chose qui n'a pas été proposé, donc le bilan n'a plus de valeur. Parce qu'en fait, on n'ajoute pas les choses qui n'ont pas été proposées, mais qu'on n'a pas conscience, quoi. Il y a plein de bêtes qui ont été prises, qui n'ont pas été postées, et du coup, on n'en parle pas. Donc ça, c'est pas du tout fiable, et pour vous, ça vous donne juste des illusions que les mecs sont bons. Et quand on a beaucoup de followers, inconsciemment, un mec qui débute, il se dit, bah, s'il a autant de followers, c'est qu'il est bon. Ah oui, bah en fait, non, c'est une erreur de penser ça. Les meilleurs de Twitter que je connais, ils ont des fois 30 followers, 40 followers. Et des mecs qui ont plus de 10 000 followers, j'en connais très très peu de bons. On est sur même pas 5-10% de bons tipsters qui ont 10 000 followers. Donc, et plus. Donc voilà, ça, faire attention. Il faut vraiment avoir un bilan
à long terme, c'est chiant, mais c'est comme ça, sinon on ne peut pas juger de la valeur d'un tipster. On a tous eu 30% d'ROI sur des petites séries, donc ça n'a pas de sens. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un bon tipster? Maintenant qu'on rentre dans ceux qui jouent depuis longtemps, qui peuvent prouver qu'ils ont des ROI positifs, qu'est-ce qui est un bon tipster? Bah, un bon tipster, déjà, c'est quelqu'un que vous pourrez suivre. Enfin, ça dépend si on distingue le bon tipster, la personne qui gagne de l'argent, ou le bon tipster, la personne qu'on va pouvoir suivre. Si c'est quelqu'un qui gagne de l'argent, bon, on s'en fout si on peut pas le suivre, il va être bon parce qu'il s'en sort à long terme avec un ROI sympa. Un ROI sympa, qu'est-ce que c'est? Si vous allez voir Blogabet, les meilleurs, ils vont avoir des énormes ROI à 30-40%, mais ça va être sur des sports de niche. Donc des sports de niche où ça va être de la D3 israélienne, ça va être du volleyball allemand, ça va être des trucs vraiment très très niche où ils vont avoir soit des infos, soit une expertise dessus, et ils vont avoir des ROI vraiment extraordinaires à 20-30%. Mais j'ai envie de dire, ceux-là, ça compte pas trop. Pourquoi? Tant mieux pour eux s'ils arrivent à jouer sur des books et gagner un peu d'argent, mais en général, ils jouent sur des petits books. Et sur ces books-là, soit ils peuvent pas mettre beaucoup d'argent, ils vont être limités à 200-300 euros par match, et pas comme sur Pinnacle, on peut jouer 7-8 000 euros. Et du coup, ces mecs-là sont vraiment insuivables. Insuivables parce que d'une part, quand ils vont poster le bet, c'est vraiment des petits marchés que les cotes vont dégringoler tout de suite, on ne pourra pas les suivre. Et en plus de ça, ça sera sur des bookmakers exotiques, donc ça va être compliqué à suivre. Et en plus de ça, on ne pourra pas mettre des grosses sommes. Si on est un investisseur, on ne va pas pouvoir mettre des grosses sommes pour les suivre. Donc ça fait beaucoup et ça fait que voilà, les sociétés d'investissement dans les paris sportifs ne vont pas vraiment s'intéresser à ces personnes-là parce que c'est juste impossible de les suivre. Donc tant mieux s'ils gagnent de l'argent, ils sont bons eux-mêmes, bons parieurs, c'est des très bons, mais nous qui vont les suivre, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on conseille toujours les mecs un peu qui connaissent le betting, les tipsters qui jouent sur Pinnacle. Ça ne veut pas dire qu'en France on ne peut pas suivre des tipsters qui jouent en argel. C'est pas ce qu'on veut dire. C'est que pour les sociétés d'investissement, les mecs qui jouent sur Pinnacle, eh ben on va pouvoir les suivre en mettant des grosses sommes, des 7-8 000 euros, et on va pouvoir gagner de l'argent à long terme. Du coup, quand on regarde maintenant ceux qui jouent sur Pinnacle, donc les gros bookmakers qui ne limitent pas les joueurs gagnants, donc un mec qui gagne 10 000 euros par mois sur Pinnacle, on va jamais l'interdire, alors que sur plein de bookmakers, on va interdire les joueurs gagnants. C'est même la majorité des bookmakers. Si vous gagnez beaucoup d'argent, pas 1000 euros par mois, vraiment des grosses sommes, on va vous interdire. Donc Pinnacle, il n'interdit pas. Donc c'est vraiment une grosse valeur d'être gagnant sur ce bookmaker qui est un peu la référence pour beaucoup. Et là, sur Pinnacle, vous allez voir que les mecs qui ont des bilans à long terme, ils ne dépassent pas les 9-10% d'ROI sur Pinnacle, ce qui est déjà très très bien. Et du coup, là, typiquement, les investisseurs, ils vont être intéressés par, salut à toi Lionel, par ces mecs-là, parce qu'il n'y a vraiment pas de limite, quoi. Un mec qui pose un bet sur Pinnacle, vous pouvez le suivre avec des grosses mises, et la cote ne va pas non plus dégringoler tout de suite. Donc c'est vraiment des mecs qu'on va pouvoir suivre, et ça va être vraiment des bons tipsters, parce qu'ils peuvent, ils peuvent faire gagner de l'argent à beaucoup de gens, et ils peuvent eux-mêmes gagner beaucoup d'argent, parce qu'ils peuvent mettre des grosses sommes. Donc déjà, 8-10% d'ROI, c'est déjà énorme. Sur des mecs qui ont plus de 1000 bêtes, c'est déjà énorme. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est des mecs en général qui jouent quand même sur des petits marchés Pinnacle, mais c'est quand même des marchés qu'on peut suivre. Si c'est sur Pinnacle, c'est qu'on peut suivre. Salut à toi. Après, donc ça c'est pour un peu ce qui se fait à l'étranger, etc. Après en France, un mec qui aura déjà 5-6% sur les bookmakers français à long terme, bah, ça va être déjà un monstre. Un mec très très bon. Donc voilà, pour résumer, un bon tipster, c'est quelqu'un qui a un bilan à long terme, donc qui, malgré la variance, arrive à démontrer qu'il est gagnant à long terme sur des bookmakers et qui va avoir entre 4 et 10%. Donc plus le volume est important, moins on a besoin d'avoir un ROI important. Parce que quelqu'un qui fait 3% d'ROI, mais qui joue 3 fois plus, donc qui propose 3 fois plus de bêtes qu'un mec qui a 9% d'ROI, eh ben, ils vont avoir à peu près, grosso modo, les mêmes gains. Donc l'important, c'est quand même le gain. Donc plus on fait de volume, plus le ROI va être petit. Ou si il est gros, c'est qu'on est vraiment très très bon. Donc voilà, pour faire un exemple de mec que je connais sur la toile, parieur panache, que j'apprécie pas mal parce qu'il est compétent, il joue 3 fois plus de bêtes que moi.
Donc oui, voilà, lui, il peut pas avoir un ROI à 9-10%, ça serait vraiment impossible, ça serait très très dur, ça serait un génie. Donc lui, il va plutôt viser du 3-4%, des choses comme ça. S'il réduit le volume, il pourra même sur du 5%, mais on va être dans ces eaux-là et c'est déjà exceptionnel et c'est déjà très très bien avec du volume d'être sur 3-4% parce qu'on va gagner 3-4% sur chaque bet. Donc on va vraiment accumuler les mises. Et quand on joue 90 bêtes par mois, si vous faites le calcul, 90 bêtes par mois, si on joue 100 euros par bet, ça fait 9000 euros d'investis. Donc 9000 euros d'investis, on n'a pas besoin de mettre 9000 euros de sa poche. On peut mettre juste avec une bankroll de 4000 euros, 3000 euros. Si vous avez juste 3000 euros de fonds de roulement et vous jouez 100 euros par match, ça peut faire des grosses sommes, même 50 euros par match. À la fin du mois, ça peut faire des grosses sommes investies. Donc même avec 3% d'ROI, ça fait quand même un petit complément sympa de salaire. Donc voilà, lui, il va être sur du 3-4% parce qu'il fait du gros volume, c'est très bien. Moi, je fais moins de volume. Je suis plutôt sur 30 bêtes par mois environ. Et là, moi, je vais arriver à 1000 bêtes avec à peu près 8% d'ROI. Je vais arriver. Voilà, si je reste sur ça à long terme, je serai vraiment très content. Donc le but, c'est de maintenir ça. Je vise même pas forcément à aller plus haut. Je veux juste rester à 7-8%. Je serai très content. Donc je suis assez content sur ça. Et c'est pour ça que contrairement à d'autres personnes sur Blogabet qui ont des plus gros ROI mais qui ne sont pas sur Pinnacle, j'ai pu être contacté par des investisseurs qui étaient intéressés parce que eux, ils savent que quand je poste un bet sur des gros marchés comme la Ligue 1, la Première Ligue, ils vont pouvoir me suivre avec des grosses sommes sans être limités. Et du coup, voilà, ça a de la valeur pour ça. Donc voilà, quand on entend sur Twitter des mecs qui disent c'est quoi ces ROI de PEL ou je sais pas quoi, bah en fait, un mec qui connaît un peu le betting, il peut que rigoler et pas les prendre au sérieux, ces personnes-là. Parce que ces gens qui disent ça, ils n'ont jamais rien à proposer en fait. Ils n'ont jamais un bilan certifié ou même pas certifié de 700 bêtes avec 15-20% d'ROI, ils n'en ont jamais. Donc ils pensent que c'est possible parce que ils connaissent pas grand-chose. Donc ils ont déjà vu des bilans de 30% d'ROI sur 30 bêtes. Mais sur 30 bêtes c'est normal, ou même sur 150 bêtes c'est normal. Mais du coup ils ne se rendent pas compte que le betting, battre un bookmaker, je répète, un trader sportif, des algorithmes, les battre, c'est possible, mais les battre plus leur marge, donc leurs marges qui sont en général entre 4-5%, voire plus sur les sites français, ça devient très très compliqué. Donc déjà, si on les bat de 3-4%, ça veut dire on les bat de presque 7-8%. Bah Booz, il n'a pas de bilan, il recommence son bilan à chaque fois, donc ça peut pas être un bon parieur. Donc du coup, quand on bat un bookmaker, quand on a 4% d'ROI, c'est qu'on l'a pas battu 4%, on l'a battu de plus, parce il y a sa marge qu'il faut faire rentrer dedans. Donc c'est très très dur. Donc déjà quand on est sur du 7-8%, c'est qu'on les bat de presque des fois 14% en réel, sur leur cote réelle estimée. Donc c'est déjà énorme. Donc les mecs qui vont vous parler de 20% d'ROI, bah, c'est pas vrai en fait. 20% d'ROI, ça voudrait dire plus de 20% sur leur cote réelle estimée. C'est qu'il y a un souci avec ce bookmaker, c'est il s'est pas coté et ça n'existe pas. Donc voilà, si vous entendez des mecs se moquer des mecs qui ont 3-4% d'ROI à long terme, ou 7-8%, bah, c'est qu'ils n'ont rien compris. Et ça, c'est pas mon avis, c'est juste la vérité. Ça se contredit pas vraiment. Sauf si vraiment vous jouez sur des petits marchés, vous êtes très bon, comme certains sur Blogabet. Et ok, sur des petits marchés, on peut avoir 20-25%, c'est possible, mais c'est des cas un peu exceptionnels. Donc ça, ok, on est d'accord, mais c'est les mecs qui nous disent ça, c'est pas des mecs qui sont dans ces cas-là. C'est des mecs qui n'ont pas de bilan et qui se moquent de mecs qui ont 4% d'ROI ou 5%, alors que leur ROI, il est négatif. C'est ça qui est fou en fait. C'est que leur ROI, il n'est même pas à 1%, il est en dessous dans le négatif. Donc ça, il faut quand même remettre les choses au clair. 4-5% d'ROI à long terme, c'est déjà très très bien. En général, à partir de 5%, on est réputé comme un très bon tipster. Donc, et 3-4%, on est aussi très bon si on fait du volume. Voilà, donc ça c'est important. Euh, Vous m'avez posé d'autres questions, là, j'ai peut-être pas vu. Euh, je regarde, ouais, j'ai regardé, ouais, Pinnacle, c'est ça. Au-dessus de 1000 bêtes, si vous faites le calcul, au-dessus de 1000 bêtes sur Pinnacle, il y a à peu près on est 4-5 là, avoir 8, entre 8 et 10%. Et c'est tout, quoi. Il n'y a personne qui dépasse les 10% sur le foot au-dessus de 1000 bêtes sur Pinnacle. Par contre, si vous regardez au-dessus de 200 bêtes, bah oui, 200 bêtes. Moi, personnellement, j'étais à 27%, je crois, d'ROI après 200 bêtes. Donc, ça n'a pas trop de valeur. J'étais à 27%, maintenant je suis à 8. Ça montre bien que le court terme, c'est pas pareil que le long terme. Donc voilà, c'est important de ne pas vous faire avoir, de connaître la difficulté de battre un bookmaker plus sa marge.
et de rester vigilant du coup aux personnes qui, grâce à du marketing, vous font miroiter des choses et du coup vous allez perdre de l'argent en les suivant et c'est vrai que vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a pas grand monde qui peut vous prouver qui sont gagnants à long terme. Donc du coup vous allez être un peu déboussolé, vous allez dire mais il n'y a personne. Et d'ailleurs les mecs sur Blogabet qui ont ces pourcentages d'ROI là, tout le monde est payant, hein. Sont au-dessus de 1000 bêtes avec des plus de 5% d'ROI, il y a quasiment tout le monde qui est payant. Si vous regardez, quasiment tout le monde est payant. Donc je vous dis pas de payer, c'est pas le débat parce que souvent il faut des énormes bankrolls. Crazy Trader, je sais même plus qui c'est. Je crois que c'est un mec un mec de Twitter. Enfin bref, moi je suis fâché avec personne, hein. Juste si la personne dit des mensonges, je réponds, c'est normal. Donc voilà, en général les mecs sont malheureusement payants. Donc voilà, les rares mecs qui sont gratuits, faites attention. S'il n'y a pas de bilan à long terme, voilà, vous allez en général perdre de l'argent en moyenne. Et même, et n'oubliez pas que même les mauvais tipsters vont vous faire gagner de l'argent à court terme. Ça va vous donner une illusion qu'ils vous font gagner de l'argent, parce que si vous continuez de jouer avec eux, bah, à un moment, plus vous allez jouer, plus vous allez perdre. Donc plus votre espérance de gain va être négative. Mais oui, même un mauvais tipster, sur 2-3 mois, il peut vous faire gagner beaucoup plus d'argent qu'un bon tipster, parce qu'on va être sur du court terme. Donc vous allez me dire, ouais, bah alors du coup, ça sert à quoi d'être avec des bons tipsters? C'est qu'en fait, les bons tipsters, quand vous les suivez, bah, vous savez que c'est de l'argent bien investi. Donc c'est pas de l'argent mal investi. Voilà, donc c'est quand même la base. Et dans ces cas-là, si c'est pour investir mal de l'argent en suivant des mauvais tipsters, il vaut mieux que vous suivez personne, vous faites plaisir, vous suivez vos propres avis, vous regardez les matchs de foot, et voilà, et vous jouez ce que vous pouvez perdre, et vous regardez un peu vos résultats, et vous serez souvent meilleur que les mecs qui se prétendent bons. Voilà, donc c'est un peu le souci. Donc dites-moi si vous avez des questions, mais voilà, pour résumer, un bon tipster, bah, c'est quelqu'un qui peut le prouver déjà, qui peut prouver qu'il bat un bookmaker plus sa marge à long terme, et du coup qui le bat déjà de 3-4%, c'est déjà très bien, et ça peut monter jusqu'à 8-10% pour les meilleurs, et pour les mecs des marchés de niche, ça peut monter jusqu'à même 15-20%, mais c'est compliqué. Et on peut gagner en argent, bien entendu, si on joue pas trop et on se concentre sur euh, ouais, bah niche, ça dépend. Hors Big Five, c'est comme on imagine, quoi. C'est des moyens, c'est pas des grosses niches, mais c'est des marchés avec moins de volume, quoi, tout simplement. Les Big Five, c'est le plus gros volume. Si on descend après le championnat hollandais, bah, il y a quand même beaucoup de volume, mais c'est pas du niche-niche, mais ça reste un volume moins important. Et plus on avance dans les championnats et les divisions, plus c'est des marchés de niche. Et en général, ça, pour les battre, il faut vraiment bien connaître. On ne peut pas s'amuser à être sur un marché de niche si on ne suit pas ce championnat-là. Mais voilà, vous pouvez battre un bookmaker en argel. Je parlais de Pinnacle, mais c'est pour vous donner un exemple. Mais on peut battre en argel si on se concentre sur les values argel et qu'on ne bête pas tout et n'importe quoi. Comme j'ai répété l'autre fois, le live bet en général en argel, c'est des grosses marges des bookmakers, donc c'est imbattable. Quand on est sur du 10-15% de marge, voilà, mathématiquement, c'est quasiment pas battable. Donc, quand on voit des tipsters faire ça, on sait qu'ils sont pas bons. Euh, on rigolait l'autre fois, enfin, on rigolait pas, mais on s'était fait un peu clasher quand on expliquait que certains tipsters nouveaux là, de team qui avaient 6-7 000 followers, qui se moquaient un peu de nous, qui avaient des bons premiers résultats. Nous, en 2 secondes, les mecs sérieux, on voit qu'ils jouent sur du live betting en argel, donc du coup, plus de 15% de marge. On sait qu'à long terme, ils vont se casser les dents. Bon, bah voilà, en même pas 2 semaines après qu'on ait eu cette discussion, qu'on s'est fait un peu clasher, bah, ces mecs-là, ils ont disparu, ils sont mis en pause et ils ont fait perdre beaucoup d'argent à leurs followers et ils ont fait des séries très négatives. Et c'était tôt ou tard, ça allait arriver. Cote moyenne, bah, c'est entre 1,8 et 2,2 max, hein, les cotes moyennes qu'il faut avoir. Et après, le problème, c'est que les cotes moyennes, on peut les faire avec les Asian Handicap si on joue sur des bookmakers étrangers, parce qu'on va pouvoir prendre des handicaps qui vont être intéressants. Par exemple, un outsider qu'on va vouloir jouer, on va lui ajouter un but et demi. Mais le souci, c'est que ces handicaps-là, de but d'écart, des choses comme ça, sur l'argel, c'est là qu'ils prennent le plus de marge. Et du coup, on ne peut pas prendre ces bêtes-là parce que on aurait des cotes trop basses. Du coup, en argel, on est obligé de prendre les trucs à la main, prendre rembourser si nul ou comment dire, des doubles chances. On doit les prendre à la main, mais on ne peut pas faire d'handicap de plus d'un but.
Et du coup, on est obligé de prendre, si on veut prendre des outsiders, bah, des grosses cotes et ça fait monter la variance. Donc on peut juste prendre ces outsiders-là en sec ou en N2, mais ça va faire monter la cote moyenne et du coup la variance. Donc faut faire attention. Voilà, donc bon, voilà, c'est à peu près tout. Je vais pas la faire durer la vidéo trop longtemps. Si vous n'avez pas d'autres questions, je la mettrai sur YouTube, je pense. Dites-moi. Sinon, je la mets sur YouTube, je sais pas quand. J'espère que ça s'est enregistré sur mon iPad. Et voilà. Et sinon, paris combiné, bah non, j'évite paris combiné. Euh, va Claire Douligan. Claire, putain, Doulgat, je voulais dire. Bon, ça, c'est du. On en reparlera en privé là. Je vais fermer la vidéo. Un problème avec Pango Max. Non, 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 pas de problème avec lui. Il a juste un peu pété un câble quand quelqu'un de mon Discord privé lui expliquait que non, ok, sur Twitter il y a quasiment que des mauvais, il a raison, mais il n'y a pas 100% de mauvais. Bah oui, j'ai un blog à bêtes qui est sur mon profil Twitter, le lien. J'arrive bientôt à 1000 bêtes certifiés dessus. Donc ouais, il disait qu'il y avait 100% de mecs mauvais sur Twitter. Donc il y a quelqu'un comme mon Discord privé qui le connaît d'ailleurs, qui est sur son groupe, qui lui a dit bah non, t'as raison, il y en a 95%, mais il n'y en a pas 100% de mauvais. La preuve, il a sorti le nom de mecs sérieux. Et voilà, il était pas content, etc. Donc moi j'ai rien contre lui, c'est plutôt un mec bon, donc il y en a peu, donc tant mieux. Mais voilà, il disait qu'il a des problèmes perso, donc il s'est excusé, voilà, c'est réglé. J'ai pas trop de problème avec cette personne qui est plutôt un mec sérieux. J'ai plus d'estime pour lui que pour les mecs qui se moquent un peu du monde, qui disent que des mensonges sur Twitter, qui nous font passer pour des mecs pas transparents, alors que c'est justement ça notre force, c'est on est des mecs sérieux, transparents, et on est les seuls, et du coup ça les énerve. Voilà, donc il y a beaucoup beaucoup de mecs mauvais, et il faut juste les combattre en étant transparent et en lançant cette mode-là, que tout le monde se mette à faire des bilans, et vous allez voir que ça va être compliqué de les tenir à long terme. Et il faut surtout arrêter de leur donner de la force en les retweetant et en leur faisant croire qu'ils sont bons parce que malheureusement, nous on s'occupe pas des autres, on fait notre truc, mais qu'on voit des énormités et qu'ils se foutent de nous en disant la closing odds, on s'en fout, on est les meilleurs, blablabla, et qu'ils ne prouvent pas parce qu'ils n'ont pas de bilan, on est obligé de temps en temps, parce que voilà, on a envie de s'amuser, leur lancer des petits pics, ou pas des pics, mais des alertes à la team parieur pour les mettre en garde et pas suivre n'importe qui. Je pense que c'est notre devoir de mettre en garde, comme on a mis en garde avec les nouveaux là qui sont arrivés, qu'ils allaient se casser la gueule. On a mis en garde, ils se sont cassés la gueule. Bah, ceux qui les ont suivis, tant pis pour eux, c'est la sélection naturelle. Mais je pense que si on ne le fait pas, personne ne va le faire. Et du coup, pour les rares que moi, il y a pas mal de mecs en privé qui m'ont dit bah merci, grâce à toi, je me fais plus trop avoir. J'ai regardé qui était bon, qui était pas bon. J'ai appris des choses. Donc nous, voilà, c'est notre récompense. Je dis nous parce qu'il y a pas Panache, il y a des mecs de mon Discord qui sont aussi bons et qui montent dans ce sens-là. Donc voilà, le but c'est quand même de faire attention. C'est pas de la jalousie, c'est pas moi nous on s'en fout qu'ils aient 10 000 followers, on pourrait les avoir aussi si on s'amusait à se retweeter entre gros comptes et faire n'importe quoi, et vendre du rêve et faire 10 bêtes par jour, moi je les aurais facilement les 10 000. Donc c'est pas le but c'est d'avoir oui une communauté, on est content que les mecs nous suivent, mais on ne fera pas au détriment de cet esprit-là de transparence et de proposer uniquement des values. Moi, si je propose qu'un bet par semaine en moyenne, gratuitement sur Twitter, c'est parce qu'il n'y en a pas 36 sur l'Argel que vous pouvez suivre sur Winamax. Il n'y en a pas 36. Là, j'avais trouvé Brentford l'autre fois à 1,9 qui a chuté à 1,6. Bon, le match est passé largement, j'étais content pour vous. Mais ça, il n'y en a pas tous les jours, c'est pas la fête, surtout sur l'Argel. Du coup, bah, j'en poste peu, et si j'en poste peu, bah, c'est pas bien pour ma visibilité, mais je m'en moque. Au moins, je suis droit dans mes bottes et les gens ils me suivent pour ça. Et même si j'ai moins de followers que certains comptes, les mecs que j'ai, ils me respectent, je les respecte et on sait qu'on est entre gens sérieux. Donc ça nous va et on n'est pas jaloux quand on critique les autres gros comptes. C'est évidemment pas de la jalousie, c'est plus de la mise en garde de vous faites pas avoir quoi. Et après, tant pis ceux qui sont à voir. Or, ce n'est pas un bon tipster. MP, si tu parles de Mediaprono, moi à l'époque où j'étais sur Mediaprono, donc ça c'est pas vraiment collaboré parce que c'était gratuit, et je postais des bêtes Argel pour eux juste pendant quelques mois, même pas 2 mois je crois, pour me faire connaître sur Twitter. Et ce que j'apprécie, c'est qu'ils avaient des bilans par tipster et là qui étaient honnêtes et fiables.
Du coup, que j'ai fini en positif et après je suis parti parce que c'était juste comme ça pour commencer. Donc oui, il n'y a pas que du bon chez Mediaprono, évidemment. Moi, je suis transparent, même si je les connais un peu, ils sont sympas. Il n'y a pas que du bon. Il y a des mecs dessus qui posent des trucs qui sont pas valus pour moi et qui sont pas gagnants à long terme. Cependant, il y avait quand même un ou deux tipsters qui étaient très bons. Il y avait un mec au basket qui était bon sur l'argel. Donc rien que pour ça, c'est quelque chose de sérieux et ils mentent pas. Voilà, ils mentent pas. Ils ont quand même des bilans par tipster, donc c'est plutôt sérieux par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et il y avait quelques mecs qui étaient vraiment sérieux et plutôt bons. Donc voilà, rien que pour ça, j'ai aucune honte et c'était très positif de me faire connaître comme ça sur les débuts. Et voilà, ils sont honnêtes, ils sont plutôt fiables, donc il faut faire attention, il ne faut pas suivre tout ce qu'ils mettent. Mais par contre, c'est quand même un compte que vous pouvez suivre parce qu'il y a des choses intéressantes. Et il y a deux, trois tipsters, si vous regardez leur bilan, ils sont très honorables. Sur l'Argel, il y avait un mec qui s'appelait Benny Ball, qui n'est pas sur Twitter malheureusement, mais qui était très bon sur le basket, ça m'a marqué. Moi, je ne suis pas trop ce qu'ils font depuis un an, donc ne me dites pas les trucs qu'ils ont fait récemment, j'en sais rien. J'ai pas le temps de regarder tout ça, mais je sais qu'il y a un an, il y avait des trucs très sympas. Euh, Tout le monde n'était pas du même niveau, mais moi, je me considère comme un bon tipster parce que j'ai presque 1000 bêtes et je suis à 8%. Et pourtant, moi, je postais des bêtes sur Mediaprono. Donc voilà, ils savent des fois proposer des bêtes, des tipsters intéressants. Mais c'est à vous de ne pas être naïf et de regarder qui est bon, quelle bête a été postée par qui, est-ce qu'il y a un bilan, est-ce que le bilan est sérieux. Voilà, c'est à vous de faire ce travail-là. Mediaprono, c'est pas un gars, c'est plein de mecs. Donc il faut juste faire le tri tout simplement. Voilà, bon les gars, le but c'est pas de reparler des autres comptes parce que j'avais fait une vidéo pour ça, pour discuter de tout le monde. Mais voilà, c'était pour faire un petit topo rapide. Du coup, j'arrête là et je ferai d'autres vidéos sur des thèmes de votre choix. On en reparle. Donc voilà, la bise à tous et bon début de semaine, là, vu qu'on est dimanche soir, et bon match devant Monaco-Lyon. Tchuss!